bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois encore au sein du secteur 2814 où cette fois nous allons parler de nouveau de nos dernières lectures VO. On va essayer de tenir la cadence, de le faire assez fréquemment. Donc cette fois de nouveau petite sélection. Pas piquer des hannetons comme on dit. Pas piquer des hannetons, j'aimerais plutôt même. Avec du bon, du moins bon et un petit coup de cœur aussi pour ma part. Ah, on va voir ça. Je commence, tu Alors, commences, comment on procède? alors, je sais pas, c'était quoi le premier numéro? C'est celui-là tout de suite? C'est-à-dire le C'est premier celui-là? numéro. Ok, alors, pardon. J'ai perdu le fil, j'étais en train d'essayer de retrouver mes notes, mais je les ai, ça y est. Alors, on va commencer avec Little Batman. Euh, du coup, c'est marrant que ce soit celui-là le premier, parce que c'est celui-là mon coup de cœur. Donc, écrit par Morgan Evans et Ah, ok. dessiné par John Nickel. C'était franchement cool. C'était vraiment génial. Alors déjà, les dessins sont vraiment terribles. Ils ont fait à Batman une gueule, mais alors pas possible. C'est vraiment génial avec genre un menton, mais qui va jusque là, tu sais, un peu, tu sais, le Big Daddy américain, tu vois. C'est et c'est très drôle quoi. Au niveau du principe, c'est Batman qui essaie de former un Little Batman, mais, euh, mais à travers des missions mais ridicules, quoi. Enfin, et c'est très drôle, du genre, il surveille la rue, tu sais, du genre pour voir qu'est-ce qui va se passer, et tout d'un coup, t'as Batman, tu sais, qui sort, et puis bon, en fait, c'est pour aider une vieille dame à traverser. Euh, et c'est que des missions à la con comme ça. Donc, où à un moment, tu le vois chercher partout, il fait où sont les clés, tu vois, et là, t'as le petit qui fait voilà, ça, c'est une vraie mission, je suis sûr, c'est pour tester en fait, mes dons de détective et tout, vas-y, je vais chercher les clés. Et franchement, c'est extrêmement second degré, ça se prend pas la tête. Les dessins accompagnent parfaitement cette ambiance très décontractée. J'ai beaucoup aimé le titre et franchement, pour un titre qui a aussi peu de pages, je me suis surpris à sourire plus d'une fois quand même. En mode, non mais c'est pas possible, c'est vraiment débile quoi. C'était chouette. Franchement, une bonne petite surprise. Je ne l'ai pas lu. Mais ça me donne envie. Ah, et bah si un de ces cas tu lis, tu me diras ce que tu en as pensé. J'y ai ça, écrit par Jeff Lemire et dessiné par Diego Olortegui. Tu as peut-être lu celui-là parce que je sais que t'aimes bien Jeff Lemire, non? Ou pas lui non Oui, plus? je l'ai lu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je te laisse peut-être commencer alors cette fois. Oui, pourquoi pas. Donc on est dans un sorte de, un peu de reboot. On est peut-être pas aussi énervé que ça, mais en même temps, après suite à l'événement Absolute Power qui a vu un peu la reformation de la Justice League, on a aussi un peu que devient la JSA en fait finalement dans ce nouveau monde-là, et on a en fait finalement une nouvelle génération qui est quand même qui est quand même pas mal calée sur les personnages qu'il y avait dans la série Stargirl notamment, qui reprenait un peu le même principe où on avait une nouvelle génération qui essayait de découvrir qui s'était passé avec l'ancienne. Et là dans ce titre-là, on est un peu la même chose. On a Obsidian, Jade, le nouveau Hourman, le nouveau Midnight, qui essaye de retrouver Dr. Fate, Green Lantern, Flash, etc. Il me semble que oui, on a même la nouvelle Wildcat. Oui. Enfin voilà, qui essaie de retrouver l'ancien. Donc voilà, on explore un peu comment cette nouvelle génération vit le fait d'être de la nouvelle génération, comment on est comparé avec la JLA, les troubles enfin, relationnels, les dynamiques entre personnages, etc. Donc on est, et vu que c'est une nouvelle génération, je dirais même qu'on est presque un peu sur du... J'ai eu
une impression un peu presque de Titan, en fait, finalement, dans cette nouvelle JSA là. On a un couple, on a des gens qui se détestent, on a des gens qui s'aiment bien. Ça fait très, il y a un côté un peu presque soap opéra dans les relations entre personnages. J'ai plutôt bien aimé le titre, donc je dis ça d'une bonne façon. Mais c'est vrai que pour des gens qui sont peut-être plus habitués à une GSA peut-être un peu Uni. plus pure et dure, ouais, même unie, de- qui représente beaucoup plus l'idéal héroïque de l'âge d'or, en fait, finalement, un peu plus immaculé. On n'est pas vraiment sur ça, donc c'est vrai que si vous cherchez un truc plus classique, on change quand même pas mal de choses. Mais je trouve que ça se lit plutôt bien. On va plutôt bien accrocher, notamment avec certaines duperies et tromperies dans certains personnages. Pourquoi pas, j'aime bien le Lemire, je lui donne le bénéfice du doute. Plutôt bien aimé, donc pour moi c'est ok. Ah bah, le bénéfice du doute, il est là, hein, je dirais même, hein, parce que c'est vrai que durant toute la lecture, j'ai eu exactement le même avis que toi, mais vraiment en mode la vache, mais c'est quoi toutes ces prises de tête, quoi? Il y en a au moins une par page, et je me suis dit, ça fait pas vraiment JSA, on s'approche vraiment, comme tu l'as dit, plus d'un titre titan. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant, ça prend vraiment le lecteur à contre-pied dès lors qu'il connaît JSA. Par contre, c'est vrai que la fin du numéro donne quand même une nouvelle dynamique, une nouvelle vision à tout ce que tu as lu jusque-là. Euh, dans le numéro là, hein, pas genre tout ce que tu as lu depuis que tu es né, à la fin ça va tout remettre en question. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Juste les 3-4 pages du bouquin, quoi. C'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'à la fin, il y a C'est un déjà pas petit mal. twist et on comprend un peu mieux. Donc, du coup, le bénéfice du doute, il est là. Quand même, il est là. Et ça a eu le mérite de piquer ma curiosité. Donc, à voir comment ça se passe. Concernant les dessins, pas grand chose à redire. Je les ai plutôt trouvés efficaces. Voilà. Oui, pareil. Alors, Bad Girl, écrit par Tate Brombal et dessiné par Takeshi Miyazawa. Euh, C'était plutôt cool déjà. Franchement, j'ai plutôt bien apprécié. On retrouve cette fois Cassandra Cain qui va, par la force des choses, être aux côtés donc, de Shiva, sa mère, et ils vont avoir des tueurs à leur trousse. Euh, Franchement, au niveau scénario, bah, il y a déjà pas beaucoup plus à dire, disons. Tout le numéro, on a Cassandra qui se méfie de sa mère, mais à la fin, voilà, elles vont un peu se rapprocher quand même, disons. Et maintenant, la dynamique va être nouvelle du coup pour les prochains numéros, sans doute. Et reste à savoir si sa mère va ressembler à une mère ou si elle va continuer en tant que tueuse et Cassandra va finir par lui casser la tête, quoi. Ça, on ne sait pas. Pour l'instant, un numéro où, en termes de surprise ou de rebondissement, on n'est pas sur une grosse lecture, disons. Par contre, en termes d'ambiance, de mise en scène, de chorégraphie des combats, là, c'est plutôt pas mal. Franchement, Takeshi Miyazawa s'est quand même bien démerdé. Et dans le sens où ce numéro, c'est avant tout de la baston, et ben c'est quand même pas mal pour le coup. Ouais, ouais. À voir quand même pour que le scénario se déroule un peu plus sur les prochains numéros, parce que pour l'instant, on est vraiment sur très petit synopsis de ce qui pourrait arriver plus tard. J'ai pas lu, j'ai fait un pass. Pas de problème. Ah, celui-là, c'est un gros morceau quand même. Cette fois, tu l'as lu? Ou pas eu le temps? Ou pas Non, pu? non, j'avoue Pas que lu? j'ai vu que tu Ah, l'avais d'accord. ajouté juste avant et je me suis dit dommage. Sinon je l'aurais lu, mais c'est vrai que Ouais, pas de souci. Bah, c'est vrai que c'était. Alors, moi, je peux pas vraiment dire que c'était un event que j'attendais, mais par contre, Marvel en a fait la promo en long, en large, en travers. Donc, je voulais du coup quand même bah, me laisser tenter. Donc, écrit par Kelly McGuinness et dessiné par Farmer Meniz. Alors, cette fois, c'est pas un numéro 1, je crois que c'est le numéro 61 de Amazing Spider-Man.
Mais, euh, mais par contre, c'est le numéro un de cet arc. Donc voilà, du coup, ça fonctionne, d'où le fait que nous l'ayons rajouté à la liste. Euh, alors, au niveau de l'histoire, alors, c'est Docteur Doom qui se pointe, donc Docteur Doom qui est le nouveau sorcier suprême, et qui va voir Spider-Man en lui disant à peu de choses près, ouais, au fait, on a un méga boss qui s'appelle Sitora. Il faut absolument qu'on combatte ces 8 héritiers. Normalement, c'est au Docteur Strange de choisir un champion pour les affronter. Bon, lui, à l'époque, il a voulu le faire lui-même, donc à l'époque, il les a affrontés lui, ok. Bon, maintenant, il est plus là, et clairement, moi, non, je pas envie, mais toi, t'es un grand, vas-y, toi, tu vas y aller. Voilà, c'est un peu ça le principe. Donc, c'est comme ça que Spider-Man se retrouve en tant que champion du côté de Docteur Doom pour affronter les huit héritiers donc, de Sitora. Et pour ce faire, pour essayer de terminer cette quête, il va avoir une nouvelle armure, avec du coup aussi un nouveau design, qui ne reprend pas les couleurs de Spider-Man, mais par contre qui est quand même chouette. C'est pas pour autant que c'est dégueu, loin de là. C'est plutôt. Non, visuellement, c'est pas mal du tout. C'est plutôt cool. On sent le côté, si tu veux, super costume de super-héros, mais en même temps le côté armure un peu. Je dirais pas de chevalier, mais un peu quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et bah, vous l'aurez compris, la capacité de cette armure, c'est de sauver donc 8 fois son porteur. Donc voilà, entre guillemets, se défoncer un peu plus face à ses adversaires, sachant que bon, il a 8 vies, il y a 8 adversaires. Est-ce qu'il va tout simplement perdre une face à chaque adversaire? On le saura bien assez tôt. Euh, voilà. Au niveau des dessins, j'ai l'impression qu'on se rapproche un peu plus sur du Ultimate Spider-Man que sur du Spider-Man un peu plus conventionnel. C'est une approche quand même vachement moderne au niveau des dessins, de la colorisation, ou même au niveau du sens du détail des visages qui sont quand même souvent vachement épurés. Par contre, au niveau de Doom, bon, il n'apparaît pas beaucoup, mais au niveau de Doom et de Spider-Man, que ce soit son vrai costume ou son nouveau costume version 8 Death of Spider-Man, c'est pas mal. Ça a le mérite d'être intriguant. Mon copain Alien. Ah, hop, tac. Alors, hop, je prends la caméra parce que je me suis dit pourquoi pas lire du Alien. On part de, j'allais dire on part de chez Marvel, mais non parce que c'est édité par chez Marvel. Mais bon, vous m'avez compris. Pas de gars en collant ici cette fois-ci. Juste des pauvres types qui vont se faire dissoudre par de l'acide. Donc, Alien Romulus numéro 1, alors qui est un one shot hein, d'ailleurs, donc il y a un numéro 1 et puis c'est tout. Ah, donc t'as Par lu l'intégrale, quoi, en Zach gros. Thompson et Daniel. Ouais, voilà, j'ai lu l'intégrale en quoi 20 minutes. J'étais hyper rapide. Tout un bouquin, voilà. Je suis fier de moi. Donc, c'est écrit par Zach Thompson et décidé par Daniel Hmm, Picciotto? Picciotto. Euh, Oh, joli, Matt. qui, Oh là là, elle est belle. Il est en forme, Matt. voyons. Ah oui, bah oui, 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 les pauvres, ils vont coller en effet. Donc, bah, comme le dit la cover, on est sur le préquel du film. Et essentiellement, on nous raconte un peu euh, comment le xénomorphe de la station Romulus en vient à arriver là où on voit dans le film. Donc, alors au tout début du film, on voit la Weyland Yutani euh, prendre, enfin récupérer probablement l'alien dans le la carcasse du Nostromo. C'est bien, oui, c'est bien Nostromo. Et un peu, bah, et on enchaîne direct après avec les événements du film voilà, dans le présent du film. Et en gros, bah, le comics se veut un peu le pont entre les deux. Bon, comme souvent avec les préquels de films et tout ça, c'est pas transcendant.
Ça c'est pas très long, ça se lit plutôt vite, on sait plus ou moins bon, on sait comment ça va se passer, comment ça va se finir, donc c'est plus un peu voir de l'action xénomorphe, c'est un peu ça le petit délice du truc, mais c'est pas non plus, vous allez pas être surpris, il y a pas vraiment de rebondissement. Graphiquement, c'est pas moche, mais il y a rien de particulier qui ressort vraiment du lot. Si vous êtes méga fan, ça vous fera plaisir. Ça fait toujours c'est toujours sympa de voir, mince, Ian Holm, voilà, parce qu'on revoit, Rook, qu'on voit dans le film, Ah, cool. qui était l'officier scientifique de la station, donc on le revoit dans ce comic-là, donc on revoit un peu les traits d'Ian Holm, donc c'est plutôt sympa. Mais On après, reconnaît? ouais, voilà, c'est pas, dans certaines cases, pas Ouais. dans toutes. Voilà. La première fois, je l'ai pas reconnu alors que je savais que c'était lui, mais je visuellement, voilà, mais dans les cases d'après, c'était un peu mieux. Mais voilà, c'est sympathique, mais franchement, c'est loin d'être indispensable. Surtout qu'en plus, le film se suffit vraiment lui-même. Enfin, le comics vient pas apporter des réponses ou quoi que ce soit. Voilà, c'est le petit dessert, voilà, qui fait un petit peu grossir. Donc c'est peut-être mieux si on s'en passait, mais ça fait plaisir. C'était plutôt bon, donc voilà. Que dire de plus? Je peux peut-être enchaîner avec Black Lightning, vu que je l'ai aussi lu. Voilà, je me suis rattrapé sur la deuxième moitié avec mes lectures. Euh, qui est pour le coup par Brandon Thomas et Fiko Ossio, qui là aussi est un peu découle directement de ce qui s'est passé dans Absolute Power, où brièvement tous les héros de la Terre qui avaient des pouvoirs magiques, technologiques, etc., se sont retrouvés sapés de leurs pouvoirs face à une armée de d'Amazo mélangée avec Failsafe. Et donc voilà, on a Jefferson Pierce qui se voit un peu toujours traumatisé, voilà, avec les événements, ce qui s'est passé là-dedans. Ses filles ont été en danger, enfin, ils sont en train de tomber du ciel, enfin voilà, des trucs qui peuvent arriver quand tu as des pouvoirs de vol et que d'un coup t'en as plus. Donc on va un peu explorer ben, ce qui fait un peu l'intérêt du personnage, c'est que c'est un père de famille, il a une ex-femme, donc c'est un peu comment naviguer la vie de super-héros quand tes deux filles sont aussi des héroïnes qui vont sur le terrain. Voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Je n'entendais pas grand-chose et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Visuellement, je suis un petit peu mitigé. Globalement, ça va, mais il y a certains niveaux des visages, de la forme des visages, de temps en temps, je trouve que c'est un peu, je sais pas, je sais pas, j'aime pas trop. Peut-être que c'est un peu trop angulaire, je sais pas trop. Mais globalement, ça reste plutôt bon. Enfin, c'est pas mauvais, hein, loin de là. Mais voilà, c'est dans un style qui peut-être vous déplaira. Moi, ça m'a pas totalement convaincu, mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vais continuer, mais en tout cas, si vous êtes fan du personnage, voilà. Enfin, je le recommande plus que non, mais voilà, sympathique, mais sans plus. Ok. Hop. Et je te relaisse, hop, Ouais. avec Un Psylocke. petit mot sur le titre Psylocke. Bon, qui était plutôt bon aussi. Alors là, pareil, en termes de. Donc, écrit par Alicia Wong, dessiné par Vincenzo Caratu. Là, pareil, déjà, niveau dessin, c'est plutôt bien foutu en termes de mise en scène, de découpage. C'est bien pensé en amont et du coup, le résultat, il est là. Les dessins ne sont pas mauvais non plus, mais il y a un soin tout particulier qui est apporté quand même à la mise en scène et au découpage. Ça, c'est plutôt évident, c'était chouette. Concernant l'histoire, pour l'instant, un peu comme Batgirl, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est donc Psylocke qui est viré du groupe de Cyclope, tout simplement parce qu'il part du principe qu'elle en fait vraiment beaucoup trop, que ce n'est pas une machine mais un être humain et qu'il est clairement temps qu'elle lève un peu le pied, qu'elle se repose.
Donc il lui donne 1 ou 2 semaines de congé pour qu'elle puisse enfin souffler un peu. Sauf que ce n'est pas du tout son genre et c'est comme ça que du coup on suit les aventures de Psylocke en solo. Des aventures qui sont très rapidement mouvementées. Elle va notamment rejoindre une soirée du Aid à ID qui va très vite partir en sucette. Euh, voilà, pas grand chose d'autre à dire pour le moment. Euh, c'est c'est pas que c'est mauvais ou que c'est bon, c'est que je trouve que pour l'instant, il n'y a vraiment pas suffisamment d'éléments pour se prononcer, si ce n'est la partie graphique qui, pour ma part, m'a déjà montré qu'on pouvait s'attendre à quelque chose de bien.